celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Et pour clore cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Gutelben. Mesdames et messieurs, vous pouvez lui réserver un bon accueil. Bonjour Denis Gutelben. Bonjour. Vous êtes attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS. Vous êtes un spécialiste de l'histoire des politiques et des institutions de recherche à l'époque contemporaine. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler d'Augustin Fresnel, un éminent physicien né à la veille de la Révolution en 1788 et qui a lui-même révolutionné notre compréhension de la lumière et des lois de l'optique. Mais c'était également un formidable inventeur à qui l'on doit notamment les premières lentilles qui ont équipé les phares marins. C'est cette aventure que vous allez maintenant nous conter. C'est à vous, Denis Gutelben. Merci beaucoup. Vous auriez peut-être dû attendre la fin pour applaudir, parce qu'au début, c'est toujours un peu risqué. On ne sait pas ce qui nous attend. Merci beaucoup de votre accueil. J'étais déjà présent lors des précédentes sessions des épaules des géants, avec beaucoup de plaisir, et avec des personnalités, en allant vers des personnalités qui étaient plutôt des grandes notoriétés de la recherche scientifique. On avait parlé d'Irène et de Marie Curie et d'autres personnes comme ça. Et c'est vrai que pour un objet d'étude tel que la lumière, ces profils de scientifiques de grand renom, ils ne manquent pas. À travers notre histoire, on peut aller partir de l'Antiquité en pensant à Archimède jusqu'à la période contemporaine, en pensant à Einstein, en passant par la révolution scientifique, cette époque de tournant scientifique. Et là, on peut penser à Newton, à Huygens et à beaucoup d'autres. On peut même se déplacer vers des nouveaux horizons, et par exemple vers le monde arabo-musulman, et penser au grand fondateur de l'optique qu'a été le savant Alhazen. Alors pourquoi avoir choisi un personnage peut-être un peu moins connu comme Augustin Fresnel? Alors déjà, c'est pour cette raison, précisément, il ne bénéficie pas de cette connaissance, de cette reconnaissance dont profitent d'autres personnalités comme celle que je viens de citer, mais en même temps, il a l'envergure et les réalisations d'un immense savant, d'un génie de l'optique et de la lumière, équivalent donc à ces noms que j'ai cités il y a un instant. Et en prime, il a quand même une qualité supplémentaire qui est tout à fait remarquable, qu'il est sur le plan de toutes, il est normand. Donc c'est un bon début. Alors on va aller à la découverte de ce personnage fascinant qui en plus nous révèle certaines des caractéristiques des grands savants. En fait, leur vie, contrairement à une idée courante, elle se déroule assez rarement dans des tours d'ivoire, à l'abri des soubresauts du monde qui les entoure. En fait, on verra très vite que Augustin Fresnel, dès ses plus jeunes années, a vécu les soubresauts du monde et de la société qui l'environnait. C'était pas quelqu'un qui était replié dans son laboratoire. Et puis, par ailleurs, on verra aussi que si ces scientifiques s'intéressent souvent à des travaux et à des sujets extrêmement pointus qu'on peut parfois un petit peu juger inaccessibles, nous autres, le commun des mortels, en fait, eh bien, ils savent aussi en faire profiter l'ensemble de la société, en faire profiter leurs contemporains. Et si Fresnel nous est quand même un petit peu familier, si son nom ne vous est très certainement pas complètement inconnu, c'est parce qu'on lui doit, entre autres, les célèbres lentilles qui sont venues équiper nos phares maritimes, la fameuse lentille de Fresnel dont on parlera tout à l'heure. Alors juste en un mot, il faut quand même faire, je suis historien, donc je fais un travail d'historien, sur quelles sources on peut s'appuyer pour retracer la vie d'Augustin Fresnel. Il faut savoir que ces archives, elles sont conservées dans un lieu absolument merveilleux, ce sont les archives de l'Académie des sciences à Paris. Si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour, je vous les recommande. Il y a aussi eu un certain nombre de publications de ses contemporains, et par exemple Arago, dont on va reparler tout à l'heure, François Arago lui a fait un très bel éloge dans les murs de l'Académie des sciences, justement. Et puis vous avez un certain nombre de sources qu'on peut dire secondaires, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui ont été publiés dans des revues souvent spécialisées sur Augustin Fresnel, et quelques ouvrages, mais curieusement assez peu en France. Ce sont surtout des ouvrages anglo-saxons et notamment américains, et puis on parlera un petit peu de l'Amérique, des États-Unis d'ailleurs tout à l'heure. Alors on va commencer par découvrir le personnage, tout simplement par le voir. Voici Augustin Fresnel, et puis finalement on a assez peu d'occasions de le voir. Il y a peu
peu de représentations en fait de lui, une gravure, celle-ci réalisée par Ambroise Tardieu, et la légende en tout petit en dessous nous apprend qu'elle a été faite en 1825 d'après nature, c'est-à-dire qu'il avait Fresnel en face de lui au moment où il l'a réalisée, et 1825 on était au soir de la vie déjà d'Augustin Fresnel qui est mort 2 ans plus tard en 1828, il est né en 1788, il est mort à 39 ans, c'est quand même bien jeune pour mourir. Et puis il y a un certain nombre de bustes aussi qu'on retrouve ici et là et que vous pourrez admirer par exemple dans certains des phares de notre littoral, dont celui du sculpteur Pierre-Jean David qui a été réalisé a posteriori et très certainement en s'inspirant de la gravure que vous avez à côté. Là, ce buste-là, il est conservé comme vous le voyez peut-être dans la légende qui est incrustée au musée de la Marine. Donc Augustin Fresnel, il est issu d'une famille normande, je l'ai dit, c'est le 2e garçon d'une famille qui en compte 4, une famille qui est originaire de Mathieu. Et vous pouvez toujours voir, ça vous intéresse, sa maison de famille dans le petit bourg de Mathieu, qui se trouve au nord de Caen, le long d'une ruelle qui porte désormais le nom d'Augustin Fresnel. C'est la rue Augustin Fresnel. Moi, personnellement, j'y ai fait un petit arrêt lors de mes pérégrinations estivales. Faites pas non plus d'immenses détours rien que pour ça. C'est pas non plus, c'est une maison assez refermée sur elle-même. Vous ne verrez que les murs. Je dis bien pérégrination estivale parce que ma fille qui se précipite toujours dès que je sors l'appareil photo pour poser devant, on pourrait croire vu sa tenue que en fait c'était en plein hiver ou à l'automne, mais en fait c'était le 16 août dernier. Mais bon, vous savez l'été qu'on a eu. Et puis sur cette maison, vous allez trouver une bête plaque. Un petit souci, elle a été coupée. Un petit problème de conversion. C'est pas grave, qui rappelle que c'est à Mathieu que Fresnel a réalisé un certain nombre de ses travaux sur la lumière avant d'inventer les lentilles de phare. On y reviendra sur tout cela. Et puis comme il y avait visiblement pas énormément de choses à raconter de plus sur lui, la ville de Mathieu a aussi cité les autres célébrités qui ont vécu, comme Jean Marot, Guillaume Rouel et Alexandre Bigot. Les célébrités que je connaissais pas avant de me rendre à Mathieu. Bon, je suis un petit peu vache, j'espère qu'il n'y a pas de Mathieu Zen ou de Mathieu Zin dans la salle. Il y aurait quand même pas trop de raison de m'en vouloir parce que c'est pas à Mathieu que Fresnel a vu le jour le 10 mai 1788, mais à Breuil, à 80 km plus à l'ouest, où son père, Jacques Fresnel, architecte de son état, travaillait à la rénovation du château du maréchal de France et duc de Breuil. Et devinez comment s'appelle aujourd'hui la rue où se trouve la maison natale de Fresnel à Breuil. Vous avez gagné, c'est la rue Augustin Fresnel, avec une description qui n'est pas fausse. C'est un illustre physicien au regard de la qualité de ses travaux, mais qui est quand même un petit peu biaisé parce qu'il n'est pas si illustre que ça en termes de reconnaissance, de connaissance de son œuvre et même de sa personnalité. Donc on va creuser un peu pour voir ce qui lui vaut un tel titre. Donc voilà notre jeune Augustin venu au monde à une époque qui va vite devenir quand même une bascule de notre histoire nationale, européenne, mondiale même, puisque 1 an plus tard, on était en 1788, nous voilà en 1789, la Révolution éclate, les travaux sont interrompus à Breuil, le maréchal de Breuil a été nommé secrétaire d'État à la guerre par Louis XVI le 11 juillet 1789, c'était quand même pas le meilleur moment, le pauvre, et puis il a choisi 5 jours plus tard, le 16 juillet, l'émigration, et il a pris la tête, le commandement d'une armée contre-révolutionnaire austro-prussienne. Du coup, tous les gens qui ont travaillé pour lui sur ces terres, dans son domaine, ont un petit peu quand même rentré la tête entre les épaules, parce que au risque, on va dire, même de la perdre. Et le père d'Augustin Fresnel, donc, quitte Breuil, va se réfugier quelque temps à Cherbourg pour mener des travaux d'ingénierie sur le port de Cherbourg. Et puis ensuite, il va essayer de se faire un peu oublier dans sa bonne ville de Mathieu. Alors après, dans les jeunes années de Fresnel, il y a un petit conflit des sources, on va dire, entre des documents plus personnels qui dévoilent un adolescent qui aura été assez peu doué pour les études, très lent à l'apprentissage, et puis des archives plus officielles qui montrent quand même un petit peu le contraire, parce qu'il est admis en 1801, donc à 13 ans, à l'école centrale du Calvados, à Caen. C'est l'un de ces nouveaux lieux d'enseignement qu'avait créé la Révolution française, à partir de 1795, dans chaque département. Et puis dès 1804, il est admis à l'école polytechnique à Paris.
Vous avez là une photo de une visite de Napoléon à l'école polytechnique, qui se trouvait encore en plein cœur de Paris, rue Descartes, aujourd'hui le siège du ministère de la Recherche. Donc à l'âge de 16 ans seulement, Fresnel entre à Polytechnique. C'est l'un des plus jeunes élèves de cette prestigieuse école, et il en sort 2 ans plus tard pour rejoindre une école encore plus prestigieuse, c'est l'école des Ponts et Chaussées. Difficile de dire dans ces conditions que Fresnel, c'était un petit peu un élève lent et qui avait de la peine à l'apprentissage. En fait, ça fait partie parfois des narrations qu'on a. C'est bien agréable de pouvoir raconter une histoire en disant voilà, il était un peu en retard et puis d'un coup, c'est devenu un formidable génie. Bon, c'est beaucoup plus nuancé quand on regarde les sources. Et comme tous les élèves des Ponts et Chaussées de l'époque, il est ensuite affecté dans les départements pour piloter des travaux publics. On peut suivre sa trace à Périgueux en 1808, où il dirige la construction de nouvelles routes. Et puis on retrouve l'année suivante en Vendée, à La Roche-sur-Yon, que Napoléon a décidé de transformer en ville de garnison, avec tout un réseau de routes autour de La Roche-sur-Yon pour mater plus facilement les rébellions qui étaient quand même nombreuses dans cette région de Vendée, qui était très opposée à la Révolution et à l'Empire. Et d'ailleurs, par la même occasion, Napoléon, dans sa grande modestie légendaire, avait choisi de rebaptiser La Roche-sur-Yon en la nommant tout simplement, ça n'avance plus, Napoléon, c'est comme ça, voilà, toujours aussi modeste. Alors Fresnel ne se sent pas si mal que ça en Vendée, déjà parce que lui-même est profondément opposé à la Révolution, il est profondément opposé à l'Empire, c'est un monarchiste légitimiste, comme son père et l'ensemble de sa famille l'étaient. Ce qu'on sait aussi, c'est que la direction des chantiers qui lui sont confiés à l'époque ne le passionnent pas plus que cela. Construire des routes, construire des ponts, diriger des ouvriers, c'est son boulot, c'est pas l'éclate non plus. Et à partir de ce moment-là, il va se consacrer de plus en plus de temps, d'abord du temps libre, puis après du temps de travail. Ça, c'est peut-être moins bien, mais bon, au regard de la suite de son œuvre, c'était pas si mal que ça, à étudier les sciences. Et un domaine en particulier va commencer à attirer son attention. Ça y est, on y arrive, c'est la lumière. Alors encore une fois, c'est loin d'être le premier, Fresnel, à se passionner pour ce sujet. Depuis l'Antiquité, bien des savants ont travaillé sur la lumière, et au moment même où il commence à s'y plonger, il y a une autre personnalité en France qui a commencé à se faire un nom dans ce domaine, c'est François Arago. Arago, il est 2 ans plus âgé que Fresnel, il est passé comme lui par Polytechnique, il a même été porte-drapeau de son école. Là, on voit encore une représentation avec Napoléon. Il a ensuite été affecté à l'Observatoire de Paris. Je ne vais pas vous faire une conférence sur la vie d'Arago au milieu de la vie de Fresnel, parce qu'on n'en sortirait pas. Mais en fait, il a été chargé de poursuivre la mesure du méridien de Paris. Il se trouvait en Espagne en 1808, Arago, au moment où l'empereur décide d'intervenir dans la péninsule, et puis il est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui parfois une victime collatérale de cette intervention impériale en Espagne, puisque les Espagnols l'arrêtent, le jettent en prison à Majorque, le déportent dans les prisons du Bey d'Alger. Il réussit à s'en libérer après bien des péripéties, et il revient à Paris en juillet 1809, alors que tout le monde le croyait mort, et ça lui vaut quand même une immense notoriété, au-delà de ses travaux scientifiques ou techniques. Déjà, cette aventure-là, c'était un peu une star à l'époque, et on le nomme d'emblée. Juillet 1809, il est à Paris, septembre 1809, on le nomme à l'Académie des sciences. Donc si on résume, on a donc en France à ce moment-là, à la fin 1809-1810, 2 jeunes savants qui scrutent la lumière, des personnels, c'est pas les seuls évidemment, mais ce sont les 2 qui nous intéressent aujourd'hui, des personnalités qui, en dépit de leur proximité d'âge, sont quand même assez éloigné, puisque l'un est déjà plus ou moins couvert de gloire, il peut bénéficier des instruments de l'Observatoire pour mener ses recherches, des instruments de l'Académie des sciences, et puis l'autre, finalement, il poursuit des travaux, Fresnel, au gré un petit peu de ses affectations successives ou de ses séjours à Mathieu, donc il avance évidemment pas aussi vite. Mais il n'y a pas que cela qui distingue ces 2 personnalités. Dans les expériences qu'il mène, par exemple sur la vitesse de la lumière, François Arago reste fidèle à une théorie qui fait alors autorité, et de manière d'autant plus forte qu'elle a été défendue et considérablement développée 100 ans plus tôt par le grand Isaac Newton. La lumière, en fait, selon cette théorie, serait un flux de petites particules
de corpuscules, on parlait alors de théorie corpusculaire de la lumière, qui se propage pour aller vite, conformément à la loi universelle de la gravitation, établie par le même Newton. Et lorsque les observations que Arago est amené à faire sur cette lumière contredisent un peu la loi et les principes posés par Newton, plutôt que de les remettre en question, il décide de refaire ses expériences, de changer un petit peu la manière dont elles se déroulent pour essayer qu'elles collent le mieux à la théorie, pour ne pas déboulonner la statue du commandeur, la statue du grand Newton. C'est ça parfois aussi, quand même, petite parenthèse, la recherche scientifique, c'est pas que une histoire de grandes découvertes qui viennent bouleverser le monde. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Thomas Kuhn qui, dans les années 1960, l'a montré. Il y a aussi des enjeux de pouvoir, des enjeux d'ancienneté, des enjeux d'autorité, des enjeux de relations qui font que parfois, même quand on commence à remettre en question une théorie, elle est si bien installée, elle est défendue par tellement de personnalités remarquables qu'on n'ose pas forcément aller tout de suite la déboulonner. Et en France, notamment, il y a une personnalité qui défend la théorie corpusculaire de la lumière avec acharnement, c'est Pierre-Simon de Laplace. Et Pierre-Simon de Laplace, c'est un poids lourd à l'époque, un poids lourd scientifique, mais aussi un poids lourd politique. Il a été professeur de Napoléon, il est devenu ministre de l'Intérieur sous le Consulat, il est devenu comte d'Empire ensuite, sénateur à vie, et donc très attaché à cette théorie corpusculaire de Newton au point de ne pas hésiter à briser les carrières de celles et ceux qui viendraient la remettre en question. Fresnel, en revanche, lui, il n'est pas tout à fait, un petit peu, mais pas tout à fait dans ce sérail, il est plutôt à la marge. Et quand il commence à entreprendre au même moment un certain nombre d'expériences sur la lumière, il aboutit à des observations, on ne va pas détailler ces expériences parce que ça nous emmènerait sans doute très loin, mais sur la réfraction, la diffraction, les interférences, la polarisation de la lumière, donc ils vont l'emmener à des questionnements, en fait, à questionner de plus en plus cette théorie corpusculaire qui fait office de dogme newtonien et à observer de son côté plutôt la lumière comme un phénomène ondulatoire, comme une onde. Alors, il n'est pas le premier à postuler cette vision de la lumière. Longtemps avant lui, Huygens avait aussi défendu le fait que la lumière soit plus une onde qu'un assemblage de particules. Et puis, quelques années avant Fresnel lui-même, on a le jeune chercheur anglais, scientifique anglais, savant anglais, Thomas Young, qui lui aussi s'était livré à un certain nombre d'expériences d'interférence et de diffraction, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui, ces expériences, on les appelle les fentes de Young, qui l'avaient conduit à réhabiliter cette hypothèse ondulatoire de la lumière. Sauf que être ondulatoire dans l'Angleterre du début du 19e siècle, c'est un peu comme être bouddhiste au Vatican, quoi. C'est-à-dire le message a quand même beaucoup de mal à passer, ça vous offre qu'une audience limitée, et Young n'avait pas pu imposer cela. Donc Arago et Fresnel n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer et de confronter leur point de vue dans les années suivantes, jusqu'à ce qu'une nouvelle fois les événements politiques et stratégiques viennent interférer dans notre histoire. En avril 1814, Napoléon abdique, il est envoyé sur l'île d'Elbe. Fresnel est hyper enthousiaste de ce départ. Désolé, il y a un saut d'image, il faut que je retrouve mon fil. Et il est heureux de voir arriver un Bourbon sur le trône. Le Bourbon, c'est Louis XVIII. Et puis, quelques mois plus tard, patatras, il est consterné d'apprendre le retour de l'Aigle, dès qu'il apprend le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan et le début de ce qu'on a appelé ensuite les 100 jours. Son sang ne fait qu'un tour. Et bien qu'il soit de santé extrêmement fragile, il emballe quelques affaires, il part pour la Provence, il veut se présenter auprès de la résistance royaliste pour empêcher le retour donc de Napoléon, sauf que dans l'état de santé dans lequel il est, le temps qu'il arrive en Provence, peu à peu tous les régiments se sont ralliés à l'empereur, et quand il arrive là-bas en disant voilà, son retour est une atteinte à la civilisation, il faut absolument l'arrêter, en fait il n'y a plus personne pour le suivre, on lui met le grappin dessus et il est gentiment, je dis gentiment parce que ça aurait quand même pu être pire, il est gentiment prié de retourner à Mathieu en résidence surveillée. Gentiment d'ailleurs, ça aurait pu être bien pire parce qu'il n'est pas si surveillé que ça, puisqu'il a le temps de s'arrêter sur le chemin entre la Provence et Mathieu à Paris, et c'est là qu'il va rencontrer Arago et lui parler de son intérêt, de ses premiers travaux sur la lumière. Et Arago, bien qu'il soit toujours un corpusculaire convaincu, n'est pas aussi obtus que Laplace et encourage Fresnel à poursuivre
poursuivre ses recherches. Au cours de cette retraite forcée à Mathieu. Alors la retraite forcée, elle est assez courte. Comme vous le savez, les 100 jours n'ont pas duré beaucoup plus de 3 mois. Pour ça qu'on les appelle comme ça. Fresnel, qui avait été pas mal malmené par la population pour s'être opposé au retour de l'empereur, est encensé pour la même raison après Waterloo et sa chute. Bon, ça on reconnaît bien là les Français à toutes les époques. Il demande de pouvoir rester en congé pour poursuivre ses expériences, ce que le régime de Louis XVIII lui accorde bien volontiers, en reconnaissance de son engagement. Et il fait bien, puisque cela aboutit à la rédaction d'un formidable mémoire qui s'appelle le Mémoire sur la diffraction de la lumière, qui connaît plusieurs versions successives à partir de 1816 jusqu'en 1819, des versions qui sont sans cesse lues par Arago à l'Académie des sciences, répertoriées par Arago à l'Académie des sciences, et qui avance, qui défend donc cette théorie ondulatoire de la lumière. Donc Fresnel fait reconnaître la validité de cette théorie sans forcément l'imposer. Il y a encore beaucoup de corpusculaires à l'Académie des sciences, comme Laplace d'ailleurs, mais Laplace, son étoile a un peu pâli depuis la chute de l'Empire, tandis que d'autres, comme Arago notamment, s'étaient peu à peu ralliés aux positions de Fresnel, à la fois parce que ses expériences et ses démonstrations étaient très convaincantes, et en même temps parce que Arago, entre-temps, s'était fâché avec Laplace, et le fait de devenir un ondulatoire, c'était lui jouer aussi un bien mauvais tour. Donc vous voyez encore une fois parfois les grandes explications scientifiques, et puis derrière aussi les amitiés, les inimitiés entre les scientifiques peuvent expliquer pas mal de choses sur le déroulement de la recherche. On est donc en 1819, Fresnel reçoit une consécration, le Grand Prix de l'Académie des sciences, pour son travail justement, une reconnaissance donc dans ce cénacle qui était très corpusculaire. Qu'est-ce qui va advenir de lui maintenant? Est-ce qu'on va le renvoyer sur les routes pour les construire, les aménager, construire des ponts, etc. Eh bien non, grâce à Arago, en fait, qu'il a pris un petit peu sous son aile, Fresnel est affecté à une commission qui a été mise en place quelques années plus tôt, 8 ans plus tôt, par Napoléon, le 29 avril 1811. C'est la commission des phares. On note quand même au passage que Fresnel, à l'encontre de ses opinions politiques, a quand même souvent bénéficié assez régulièrement dans son parcours des institutions révolutionnaires et impériales. Il était un petit peu ingrat quand même de leur en vouloir autant, mais voilà, c'était ses convictions. Alors pourquoi avoir créé une commission des phares quelques années plus tôt, en 1811 Pourquoi Napoléon a-t-il créé cette commission? Il y a évidemment l'aspect pratique, l'aspect commercial. Chaque année, la France perdait de très nombreux navires en mer à cause de naufrages qui survenaient souvent à proximité des côtes. On parle de plus d'une centaine d'incidents chaque année, tout gabarit de navires confondus, rien que pour la Manche. Donc c'est vraiment énorme, et donc développer ces phares permettait un petit peu de lutter contre cette situation. Et puis 1811, il y a évidemment les volontés stratégiques de Napoléon de bien contrôler aussi nos côtes pour renforcer ce blocus qui était quand même assez souvent contourné, qu'on avait établi contre l'Angleterre, la perfide Albion. Et puis il y avait l'aspect symbolique, parce que Napoléon, toujours dans sa grande modestie légendaire, ne voyait pas si mal que ça le fait de pouvoir apporter la lumière au monde. Ça faisait partie des caractéristiques du personnage. Alors les phares, à ce moment-là, c'est quand même pas une nouveauté. On va pas faire toute l'histoire des phares aujourd'hui, rassurez-vous, mais simplement rappeler, comme ce n'est pas une nouveauté, que deux des merveilles, des grandes merveilles du monde antique étaient en fait déjà des phares, pour vous rendre compte donc de la longue histoire qu'ils ont pu avoir. Il y a évidemment le colosse de Rhodes, qui, selon les sources, était équipé d'une lumière qui devait guider les navires jusque dans la ville de Rhodes, qui avait été construit au IIIe siècle avant notre ère. C'est des représentations un peu imagées, parce que très vite, il a été détruit par un tremblement de terre, et donc on ne sait plus trop à quoi il ressemblait. Là, c'est une représentation qui date du XVIe siècle, évidemment, il n'était pas comme ça, mais sa fonction de phare, de balise dans la nuit était avérée. Et puis, il y a un autre phare, évidemment, encore plus connu, c'est le phare d'Alexandrie, la tour lumineuse installée à la pointe de l'île de Pharos, au large d'Alexandrie. Et c'est cette île de Pharos qui va donner son nom après justement au phare qu'on retrouve sur notre littoral. Il y a beaucoup de représentations, ça vient de la basilique Saint-Marc de Venise, parce que le phare
Pharos aussi a été détruit, mais beaucoup plus longtemps après par une succession de tremblements de terre. Donc le phare, c'est une invention ancienne qui a évolué du point de vue architectural, mais peu du point de vue technique finalement. Et de ce fait, de ce qui fait son sens même, finalement, c'est la lumière qu'il est en mesure de diffuser pour guider les marins, puisqu'on entretient dans ces phares, depuis l'Antiquité, des feux, des lanternes avec divers combustibles, le bois au début, de l'huile ensuite, et ils étaient finalement assez peu lumineux, ils éclairaient assez mal. C'est la raison pour laquelle on trouve souvent des phares, d'ailleurs essentiellement à l'entrée des ports à l'époque, et pas tout le long, sauf quelques exceptions près, du littoral ou à des endroits pour signaler des passages dangereux. Donc à l'aube du 19e siècle encore, on a des phares qui éclairent, mais qui éclairent mal, même si on a installé aussi derrière les lanternes un dispositif souvent de miroir pour permettre la réflexion de la lumière et sa concentration dans la direction voulue. Et un certain nombre d'accidents ne manquent pas de rappeler régulièrement que ces phares, finalement, ils ne fonctionnent pas si bien que ça, qu'ils ne permettent pas d'éviter les naufrages. Et une tragédie surtout a défrayé la chronique en France en 1816, c'est l'échouage sur un banc de sable au large de l'actuelle Mauritanie d'une frégate qui est devenue célébrissime depuis, grâce au peintre Géricault. Il s'agit évidemment de la Méduse et de son célèbre radeau, donc naufrage en 1816. Et voilà donc notre cher Fresnel chargé de passer de la théorie à la pratique, en s'appuyant sur les expériences qu'il a faites, sur les connaissances fondamentales qu'il a accumulées depuis plusieurs années. Et là, on voit quand même un lien étroit entre ce qu'est cette recherche fondamentale, dont parfois on ne comprend pas toujours le sens ou les objectifs, parce qu'ils sont trop pointus, on les juge inaccessibles, et puis les retombées directes ou indirectes, à plus ou moins longue échéance, qu'il peut avoir pour la société. C'est vrai que j'imagine pas que quand vous vous levez tous les matins, vous ne demandez pas si la lumière que vous recevez par la fenêtre, elle est corpusculaire ou ondulatoire. Enfin, ça m'étonnerait. En revanche, quand vous êtes à bord d'un navire et que la compréhension de cette lumière vous permet d'éviter un naufrage et de finir sur un radeau avec d'autres naufragés qui pensent qu'à une chose, c'est de vous arracher un bras ou une jambe pour en faire leur dîner, parce que c'est ce qui s'était passé sur le radeau de la Méduse, miam, 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 vous allez déjà un peu plus tendre l'oreille aux travaux sur la lumière. Et ce que Fresnel conçoit et impose rapidement au sein de la commission des phares, c'est qu'il faut tourner le dos à l'utilisation des lanternes et des miroirs, donc un dispositif de réflexion de la lumière pour privilégier un assemblage de lentilles savamment agencées qui démultiplient par réfraction, cette fois-ci, l'effet des rayons lumineux. Reste à passer de la conception à la construction de ce dispositif, c'est pas si évident que ça à l'époque, parce que déjà il faut un verre d'excellente qualité, sans imperfection, surtout sans bulles d'air qui vont dévier les rayons lumineux, travailler de manière à lui donner en plus une courbure vraiment très, très précise, très exacte selon les recommandations de Fresnel. Aujourd'hui on est en mesure de le faire, mais à l'époque, au début du 19e siècle, c'est pas si évident que ça, et même certaines grandes manufactures de l'époque comme Saint-Gobain, s'y casse un petit peu les dents. Il peine à répondre aux attentes de Fresnel, qui dans un premier temps va passer par un fabricant d'instruments pour faire ses premiers tests, un fabricant d'instruments scientifiques qui est établi rue Vivienne à Paris et qui s'appelle Jean-Baptiste Soleil. C'est un nom qui ne s'invente pas. Et donc il va concevoir avec lui une première lentille polygonale, et puis à partir de mars 1820, et elle donne d'excellents résultats, et puis un modèle circulaire, une lentille circulaire ensuite est mise en place, et elle est démontrée, je suis trop long, c'est ça Mathieu, tu m'arrêtes, parce que je parle beaucoup. Même lui a disparu. Non, c'est bon. D'accord. Non, quand une moitié de la salle s'enfuit, on se pose des questions quand même. Donc un modèle circulaire qui est présenté à Montmartre le 13 avril 1821. En 1821, le phare de Cordouan, le roi des phares, le plus ancien toujours en activité en France, dans l'estuaire de la Gironde, est équipé de la toute première lentille de Fresnel. On l'appelle le roi des phares parce qu'il est vraiment très ancien. On a commencé à le construire en 1584 sous le règne d'Henri III, alors que Montaigne était maire de Bordeaux. Ça permet de renvoyer dans le temps. Il a été allumé, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour le construire. Il est très inaccessible en 1611, sous le règne de Louis XIII. Et la lentille
qui doit l'équiper. Elle est testée en juillet 1822 à Paris, sur l'Arc de Triomphe. On a un certain nombre de témoignages qui disent « Oh là là, on a vu les Champs-Élysées comme en plein jour, alors que c'était la nuit, grâce à cette lentille de Fresnel. » Et puis on la teste une deuxième fois le 20 août, en présence du roi Louis XVIII, qui lui va s'installer à la cathédrale de Mortefontaine, au nord de Paris, et qui va être ébloui par ce phare brillant pourtant très 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 loin dans la capitale. Donc l'appareil est expédié à Bordeaux. Il va falloir attendre le printemps 1823 pour avoir de bonnes conditions pour son installation. Encore une fois, Cordouan, c'est hyper difficile d'accès. Il faut parfois ravitailler les gens pour 6 mois, voire 1 an, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir y arriver. Et finalement, Fresnel peut se rendre à Cordouan. Le 25 juillet 1823, la lentille est installée et c'est un véritable succès, salué par tous les marins qui passent au large de Cordouan. Fresnel entre immédiatement à l'Académie des Sciences, belle récompense, et à la commission des phares, il va travailler sur plusieurs projets. C'est multiplier ces lentilles de Fresnel tout au long des côtes et établir aussi une carte des phares avec différentes dimensions, des grands phares avec une lentille de 2 mètres pour mettre des points, des repères très importants, des plus petits phares de 140 cm, encore plus petits de 50 cm. Ça permet, quand vous longez les côtes, en fait, de vous repérer aussi selon la luminosité des phares qui sont installés. La deuxième lentille, elle est installée à Dunkerque en février 1825. La troisième, enfin, aurait pu venir en Normandie. Hélas, ce n'est pas le cas. On avait prévu de l'installer, enfin, j'étais pas là à l'époque. Ils avaient prévenu de l'installer à Barfleur, aujourd'hui petit village, mais qui a longtemps été un port quand même relativement important. C'est là où Guillaume le Conquérant a embarqué une partie de ses troupes pour partir en Angleterre. C'est là aussi où le roi d'Angleterre, Henri Ier, a trouvé la mort en 120 par noyade. Donc c'est quand même une ville qui a une longue histoire. Sauf que le phare qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle, en 1774, il n'est pas suffisamment grand pour accueillir une lentille de Fresnel. Et donc plutôt que de la laisser à Barfleur, on l'envoie à Belle-Île. Et enfin seulement en 1825 arrive la première lentille normande sur le phare de Granville. Fresnel supervise les travaux qui sont menés concrètement par les ingénieurs des ponts et chaussées présents dans les départements, présentent beaucoup de problèmes quand même, ces travaux. Encore une fois, le verre n'est pas toujours de bonne qualité, parfois sur le terrain les gens rechignent, parce que c'est quand même un travail très, très éprouvant. Et pour Fresnel, notamment, ce travail est éprouvant au point qu'il y perd peu à peu sa santé déjà bien chancelante. Au début de l'été 1827, alors qu'il se trouve dans les Hauts-de-Seine, à Ville-d'Avray, donc près de Paris, il tombe très malade, visiblement il souffrait de la tuberculose. Le 6 juillet, son ami Arago vient lui rendre visite. Il porte avec lui la médaille Rumford, une prestigieuse médaille de la Royal Society de Londres, que cette société prestigieuse voulait remettre à Fresnel pour le récompenser de ses travaux. Comme quoi, les Anglais, en dépit de l'interminable liste de leurs défauts, ont quand même quelques qualités et ne sont pas tout à fait rancuniers. Et donc, 12 jours plus tard, donc le 6 juillet, Arago lui remet cette médaille, et 8 jours plus tard, Fresnel, hélas, décède dans les bras de sa mère, venue de Mathieu à Ville-d'Avray pour accompagner ses derniers instants. Petit clin d'œil un peu funeste de l'histoire, ce monarchiste convaincu s'éteint donc le 14 juillet, pas de chance quand même pour lui, 1827, et ses fonctions sont transférées à l'un de ses frères cadets qui s'appelle Léonard Fresnel et qui va poursuivre son travail. Et l'histoire justement s'arrête pas là, avec la disparition d'Augustin Fresnel, et on propose juste quelques éléments pour la poursuivre. Pour Fresnel lui-même, sa mémoire, elle continue d'être entretenue à la fois donc, par son frère, mais aussi par Arago, qui devient secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences et qui prononce un bel éloge, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 26 juillet 1830, un bel éloge de Fresnel. Et curieusement, les événements révolutionnaires continuent de marquer son parcours parce que le 26 juillet 1830, la veille, en fait, le roi de France Charles X a prononcé ses célèbres ordonnances de Saint-Cloud. Il a dissous l'Assemblée nationale. Tout parallèle avec des événements plus récents ne serait que fortuit de ma part. C'était la Chambre des députés à l'époque. Il a appelé à restreindre la liberté de la presse. Derrière, c'est la révolution, une nouvelle révolution qui éclate, les fameuses Trois Glorieuses de la Croix, la liberté guidant le peuple, c'est 1830, et qui conduit à la chute du roi, à l'instauration d'une nouvelle monarchie,
la monarchie de Juillet, et sous cette monarchie, Arago, lui, devient député, mais député républicain, donc dans l'opposition, et il va apporter son soutien quand même à l'œuvre de construction des phares. On va laisser Fresnel reposer en paix et observer la suite de son œuvre pour les phares, puisque à mesure que leur construction avance sur le littoral français, sous la supervision donc de Léonore Fresnel, qui veille de très près à l'héritage de son frère, d'autres pays commencent à commander des lentilles. Tout simplement parce que les phares, c'est merveilleux comme dispositif. En fait, il n'y a pas besoin de faire de la promo pour vendre un phare. Ils font leur propre promotion. Les marins qui viennent du monde entier, qui passent au large des côtes françaises, se rendent compte de l'efficacité du dispositif. Donc, il n'y a pas besoin de faire de pub. Elle se fait elle-même. Et quand ils retournent dans leur pays, ils alertent les autorités, ils alertent les responsables locaux en leur disant « Mais ce qui se passe en France est absolument merveilleux. On n'a jamais vu des phares aussi efficaces. » Et donc, rapidement, les commandes affluent. Il y a des commandes qui viennent de Norvège, les premières. Après, ce sont les Pays-Bas, il y a l'Espagne, l'Angleterre, l'Écosse. L'Écosse, il y a eu un petit débat parce que, en fait, un fabricant de phares, justement, en Écosse, qui s'appelait Robert Stevenson, le voilà, a lancé une querelle de paternité sur les lentilles. Il a annoncé que finalement il avait découvert les lentilles bien avant Fresnel, que c'était une sorte de spoliation. Ça a un peu pourri quand même les relations entre la France et l'Écosse pendant un certain temps, puisque son fils Alan Stevenson a poursuivi le débat, mais son petit-fils, lui, a décidé de laisser tomber. Il ne s'est pas éloigné de la mer quand même, mais il a laissé tomber ce débat. Il s'appelait Robert Louis Stevenson, et quand même resté proche de la mer, puisque c'est le fameux auteur du célébrissime roman L'île au trésor. Toujours est-il qu'au milieu donc, du 19e siècle, on trouve des lentilles de Fresnel partout, sur les côtes européennes, en Afrique, en Asie, à Cuba, au Brésil, aux Bahamas. Je sais toutefois qu'il y a des américanistes dans la salle, enfin j'en ai au moins repéré une au passage. Il y a un seul pays qui va longtemps résister à ce progrès. Et c'est curieux parce que ce pays-là, au XIXe siècle, symbolise un petit peu le progrès. Ce sont les États-Unis. Sur les côtes américaines, en fait, les phares continuent de faire le désespoir des marins, d'autant plus ceux qui traversent l'Atlantique et qui voient bien qu'il y a eu des progrès qui ont été faits en Europe. Et le principal responsable de cette situation, le voici. Il s'appelle Stephen Pleasanton. C'est le directeur du service des phares au sein du département fédéral du Trésor américain. Pleasanton était à l'origine un employé du département d'État américain qui n'avait strictement aucune expérience maritime ni même scientifique, sauf qu'un concours de circonstances a fait de lui un héros national en juillet 1814, au cours de ce qu'on a appelé la guerre de 1812 ou la seconde guerre d'indépendance américaine, alors que ce conflit tournait quand même relativement mal pour les États-Unis et que les Anglais menaçaient Washington, qu'ils ont d'ailleurs fini par prendre, par incendier la Maison-Blanche, il me semble aussi le Capitole et d'autres lieux encore. Pleasanton, il a sauvé in extremis, en mettant sous ses petits bras musclés un certain nombre de documents fondateurs des États-Unis, la déclaration d'indépendance, la Constitution américaine, la correspondance privée de George Washington. Il les emballe, il les évacue en urgence. Ces documents qui sont sacro-saints aux États-Unis échappent à l'incendie. C'est un fait d'armes merveilleux quand même. Bon, un fait d'armes sans armes, mais quand même, ça vaut un coup de chapeau, qui lui a valu d'obtenir en récompense, à la fin de la guerre, un poste très élevé au Trésor et de prendre notamment sous sa responsabilité le service fédéral des phares américains, où il s'est montré en fait d'une obstination perpétuelle pour économiser l'argent public jusqu'au plus petit dollar. Alors bon, ça c'est peut-être pas un mal, surtout dans le contexte actuel, on ne va pas critiquer cela, mais malgré tout, en fait, du coup, ça le conduit à ne pas vouloir passer une seule commande de lentilles de Fresnel, qu'il estimait beaucoup trop cher. Et donc, en dépit des plaintes des marins américains qui traversaient l'Atlantique, qui voyaient bien que chez eux, il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, les États-Unis sont restés à l'écart de ce développement des phares maritimes autour des lentilles de Fresnel jusqu'au milieu des années 1850. Ils ont ensuite mis les bouchées doubles pour rattraper leur retard en affectant un certain nombre d'ingénieurs militaires que l'on retrouve d'ailleurs ensuite à des fonctions assez importantes. Beaucoup de généraux de la guerre guerre civile, de la guerre de sécession, ensuite ont été aussi des ingénieurs militaires qui ont contribué à l'installation des phares maritimes aux États-Unis. Et par exemple, celui-ci, je ne sais pas si ça va vous parler, mais il s'appelle George Meade, et c'est le vainqueur de la bataille de Gettysburg contre
le général Lee, et donc il a fait ses premières armes à l'armée en installant des phares et des lentilles de Fresnel. Alors les phares ont gardé une importance quand même assez capitale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et le développement de nouveaux outils électroniques de navigation, les sonars, les radars, qui ne les ont pas du tout supplantés, mais qui ont quand même rendu, disons, leur intérêt un tout petit peu moindre. Mais quand même pas, on les a quand même pas complètement relégués, et on en veut pour preuve, je reste encore un petit peu aux États-Unis, par exemple, après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, eh bien, tous les phares américains de la côte ouest ont été éteints parce qu'on estimait encore que ça pouvait être des repères assez dangereux en cas d'invasion japonaise, donc on a préféré les éteindre. Donc on considérait encore que c'était des éléments extrêmement importants. Ils ont connu encore jusqu'à nos jours de nombreuses améliorations, évidemment progrès dans la fabrication du verre ou l'utilisation de l'électricité, évidemment, en cours de route. On ne va pas refaire toute l'histoire du phare. On va juste, en termes de dernier clin d'œil, le faire à Augustin Fresnel, ce dernier clin d'œil. En 1924, un descendant direct du duc de Broglie, vous vous rappelez, donc Fresnel est né à Broglie, justement. Ce descendant direct s'appelle Louis de Broglie. Louis de Broglie, c'est un grand physicien, qui portera d'ailleurs lui aussi le nom de duc de Broglie au décès de son frère Maurice de Broglie, qui était lui aussi physicien. Bon, j'espère que vous suivez. Donc, Louis de Broglie apporte dans une thèse qui lui vaudra un prix Nobel de physique des preuves très convaincantes qui montrent que ce qu'on appelait l'hypothèse de Broglie, que tout objet physique à l'échelle quantique présente à la fois des propriétés d'une particule et d'une onde, donc tout objet, y compris les photons, y compris la lumière, présente cette double particularité qu'on appelle la dualité onde-particule ou onde-corpuscule parfois, qui établit donc les fondements de la mécanique quantique. Et donc ce descendant lointain, sans qu'il y ait forcément de lien direct avec Fresnel, va réconcilier en quelque sorte Newton, qu'on connaît énormément, et Fresnel, que j'espère qu'on connaît un petit peu plus au terme de cette conférence. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et merci à vous, Denis Gutelben, pour cette conférence passionnante, que je vous propose de prolonger pendant une bonne dizaine de minutes avec vos questions que vous pouvez poser à Denis Gutelben, qui est là pour y répondre. Si vous avez des commentaires également. Monsieur, d'abord, on vous apporte un micro, ensuite monsieur. Vous venez juste d'effleurer la source d'énergie qui était utilisée et qui est sûrement un des éléments très intéressants à connaître. Est-ce que vous pourriez nous le dire ? Quand on est passé du charbon, du bois, de l'huile à la lumière électrique dans les phares. Au tournant des 19e et 20e siècles, comme dans beaucoup de domaines industriels, finalement, c'est le moment du triomphe de la fée électricité. On voit le phare, notamment de l'exposition universelle de Paris, équipé justement d'une source électrique, en effet. J'ai fait qu'effleurer parce qu'on est un peu au-delà de Fresnel. Je ne pouvais pas faire toute la conférence sur les phares, mais la bascule se fait vraiment à ce moment-là. Et évidemment, ça démultiplie encore l'effet de ces fameuses lentilles de Fresnel. Monsieur au milieu. Pour compléter, il faut savoir que le phare de Cordouan était alimenté par 83 mèches, donc qui permettaient donc d'alimenter la source lumineuse. Mais je reviens peut-être au cœur de l'exposé. Vous nous avez montré, comment dirais-je, le schéma de la lentille de Fresnel. Quelquefois, on dit que Fresnel a réussi à faire la synthèse entre la réflexion de la lumière et la réfraction de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dans ce cadre, comment dirais-je, scientifique, et par rapport, en effet, au schéma que vous nous avez donné. Denis Gutelben, et peut-être qu'on peut revenir sur ce schéma et le mettre à l'écran. Cette affaire-là, ça revient en arrière, votre... Dans un premier temps, c'était exclusivement une question de réfraction, mais en effet, à mesure des possibilités d'évolution, je sais pas, j'arrive pas à revenir en arrière. À mesure avec la régie. Ouais, je sais pas, moi j'appuie, mais c'est peut-être pas moi qui ai la main sur le. Si, c'est bon. Ah si. Check.
En fait, à mesure de progrès des travaux qu'on pouvait mener sur les verres et sur la courbure justement des verres, qui étaient très difficiles à obtenir, hein, y compris pour Soleil, le fameux ingénieur vers qui il s'était tourné pour l'aider. En effet, il y avait ce double dispositif, en effet, de réfraction et de réflexion, parce que la courbure permettait en effet aussi d'aller vers plus de réflexion de la lumière, en même temps que la réfraction selon l'orientation de la lentille. Tout à fait, ouais. Mais les calculs qu'on peut lire, hein, dans les travaux de Fresnel, extrêmement méticuleux. C'est pour ça qu'il y a eu des tensions assez fortes, hein, y compris avec Saint-Gobain. Ils en sont venus pas aux mains parce que Fresnel n'avait pas la carrure pour en venir aux mains, mais ça a été très tendu les échanges parce qu'ils n'arrivaient jamais à atteindre cette courbure idéale qui apparaissait dans les travaux mathématiques de Fresnel, mais qui, de manière appliquée, était beaucoup plus difficile à obtenir. On était sur du verre ordinaire, c'est du verre poli. Et non pas du cristal comme on lit quelque part quelquefois, et même sur les lentilles hyper radiantes, là on était sur du verre poli. Tout à fait, oui. Je vous renvoie d'ailleurs, puisqu'on est sur Antifer, à la première lentille hyper radiante qui équipait le phare d'Antifer jusqu'à temps qu'il soit dynamité et qui a été exposé, comment dirais-je, à l'exposition universelle et qui figure encore au catalogue du CNAM. Tout à fait, tout à fait. Peut-être d'autres questions du côté de la jeunesse. Ah, il y avait Madame au milieu. Oui, une interrogation par rapport aux travaux justement du scientifique. Il a fait des expériences, il a trouvé effectivement la lentille. Y a-t-il eu entre deux autre chose de concret, dirais-je, de quelque chose à part le phare ? En dehors des expériences, est-ce qu'il a... C'est-à-dire que bon, déjà son travail essentiellement était tourné vers le concret, parce qu'il était ingénieur des ponts et chaussées. Dans le temps qui lui a été imparti pour travailler sur la lumière, c'était pas forcément du concret, mais ça a pu déboucher par la suite à la compréhension de mécanismes qui ont débouché ensuite sur du concret. Après, comme vous avez vu, le premier essai de lentilles date du début des années 1820. Fresnel disparaît en 1827 avec une santé très fragile, donc il n'est pas allé au-delà de cette retombée-là, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres applications que les lentilles de phare qui directement découlent des travaux de Fresnel et qu'on peut citer, qu'on n'a pas oublié? Enfin, beaucoup d'applications dans le domaine de la lumière, évidemment, puisqu'il a contribué à percer un certain nombre de mystères, entre guillemets, sur la lumière qui peuvent retomber sur les applications. C'est ce que j'essayais d'effleurer tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des travaux très fondamentaux dont on ne voit pas tout de suite les retombées immédiates. Encore une fois, ondulatoire ou corpusculaire, dans le quotidien, on s'en fiche un peu, mais malgré tout, ça peut à plus ou moins long terme, voire parfois à très long terme, avoir des retombées, enfin sur les phares des voitures, sur tout un tas de choses finalement qui animent notre quotidien. Et puis quand on commence à creuser, on se rend compte que 200 ans plus tôt, quelqu'un comme Fresnel avait posé les bases théoriques de ce qu'on utilise aujourd'hui. Par exemple, les lumières là, qui depuis tout à l'heure m'éblouissent et je vois rien, c'est une des retombées concrètes, c'est la faute de Fresnel, quoi. Alors, avant qu'il y ait une autre question, peut-être préciser, d'ailleurs, on voit qu'il y a un lien extrêmement fort entre recherche fondamentale et recherche appliquée en ce 19e siècle, hein, Fresnel, Arago, Laplace. Vous êtes spécialiste des institutions et des politiques de recherche. Est-ce que ce lien est toujours le même aujourd'hui, ce lien très étroit entre travaux fondamentaux? Il est toujours le même. Je ne dirais pas qu'il est toujours très étroit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des retombées, mais a priori, on ne sait pas lesquelles elles vont être, quoi, finalement. Et c'est vrai à toutes les époques. C'est-à-dire c'est l'intérêt de financer, je travaille au CNRS, je vais dire le contraire, mais une recherche fondamentale dont on ne sait pas, une recherche exploratoire, comme on dit, dont on ne sait pas quelles vont être les retombées. Mais finalement, dès qu'on se met à creuser un certain nombre de dispositifs, enfin, je veux dire par exemple les satellites et la correction gravitationnelle des satellites, elle serait rien sans les travaux 100 ans plus tôt d'Einstein, par exemple. Sans laquelle il n'y a pas de GPS, hein, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. Voilà, de toute façon, les GPS sont connectés aux satellites pour nous donner notre position. Donc tout ça, ce sont des choses qui, au moment où on les met en point, ne ressortent pas immédiatement des travaux, mais qui peuvent apparaître en cours de route. Et pour Fresnel, c'est apparu assez vite, même si en effet, c'est pas l'ensemble de ces travaux théoriques qui l'ont mené à la mise au point des lentilles, hein. C'est une partie de ces travaux qui l'ont conduit vers là.
Et est-ce que ce temps de maturation entre les recherches fondamentales et les applications pratiques, est-ce qu'il a tendance à augmenter avec le temps? Est-ce qu'il est toujours le même? Est-ce que c'est très variable? On aimerait bien le faire augmenter. En fait, en ce moment, c'est-à-dire qu'on finance des dispositifs qui visent à le rendre de plus en plus court. Oui, pardon, oui. Pardon, on aimerait bien le réduire. On finance des dispositifs, on appelle par exemple des sociétés d'accélération du transfert de technologie. Il y a malgré tout des invariants en termes de compréhension, de travaux fondamentaux à l'origine. Donc on peut financer des accélérations de transfert, mais malgré tout, la recherche de base, il faut quand même qu'elle aille jusqu'au bout et qu'on comprenne jusqu'au bout le dispositif. Et qu'on la finance également, du coup. Et qu'on la... oui, je ne le fais pas dire, qu'on la finance. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Monsieur. Attendez, on va vous amener le micro, ça sera beaucoup plus clair. Merci. Il existe actuellement des lentilles de Fresnel en matière plastique. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, en effet, d'alléger le poids de Fresnel des phares? Il y a déjà eu un progrès considérable par rapport à la lentille hyper radiante qui pesait 5 tonnes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la perspective de l'évolution de notre monde? Alors, il y a les lunettes aussi, quelquefois, lunettes d'optique, donc, qui ne sont pas d'un esthétisme sans nom. Mais est-ce qu'il y a d'autres applications? Denis? Pour les perspectives, je suis moins fort. Vous savez, moi, le fonds de commerce, c'est le passé, c'est pas l'avenir. J'avoue que je ne me suis pas tenu au courant des derniers progrès. Mais vous avez l'air bien au courant. Peut-être que vous arriverez à répondre à votre propre question. J'avoue que non, j'avoue que je me suis pas plongé sur les dernières avancées qui ont été faites dans ce domaine. Mais ça fait partie aussi d'un processus. De dire une fois qu'une invention, une avancée est mise à jour, en effet, elle peut donner lieu à des perfectionnements. Je vous cache pas que je veux pas vous dire de bêtises. Je sais pas ce qu'il en est des derniers travaux et de ce qui pourrait encore provoquer des améliorations dans ce sens-là. Toujours est-il que les lentilles de Fresnel équipent toujours aujourd'hui les phares de nos côtes et de toutes les côtes du monde. Et même aux États-Unis, ils ont fini par se rallier. Enfin. Donc on n'a pas fait mieux pour amplifier la lumière des phares. Perfectionnées, évidemment. Elles ont été perfectionnées, comme monsieur le disait. Il y a eu quand même des avancées. Mais le principe de base, le principe théorique qui a conduit, non, on reste sur un principe de Fresnel. En tant qu'historien, vous regardez vers le passé, mais vous pouvez aussi regarder vers l'avenir. Et vous avez effleuré le sujet en nous disant tout à l'heure que les radars avaient fait perdre de l'intérêt aux phares. Je pense que ça n'est pas vrai. Et je pense que les marins, entre l'invention du radar pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement du GPS, les marins ont continué de regarder les phares. Je pense qu'il y a des marins dans la salle et que ça intéresse. En revanche, maintenant qu'on dispose du GPS et qu'on a enlevé tous les personnels des phares qui sont devenus automatisés, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour les phares disparaissent parce qu'ils n'auront plus d'intérêt? Est-ce que les phares sont toujours entretenus, même d'ailleurs, à hauteur comme des monuments, souvent comme des monuments historiques. Là, hélas, monsieur qui était assis là était le maire d'une commune. Il a dû s'absenter, plutôt parce qu'il avait rendez-vous avec le maire du Havre. Non, mais il est venu me dire tout à l'heure qu'il avait un phare de Fresnel sur sa commune. J'ai oublié le nom, ça va me revenir. Et en fait, oui, ça continue à être entretenu. Oui, vous souvenez du nom de la... Voilà, c'est le nom que vous citiez tout à l'heure. Donc continuer à être entretenu, ce sont des lieux, parce qu'au-delà de l'utilité concrète aussi, il y a un esthétisme, une beauté architecturale et justement un côté patrimonial et historique qu'il importe de conserver. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on va les détruire. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ça. Je ne le souhaite pas, j'espère pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça n'a pas supplanté le radar, le sonar, les phares. C'est que ça en a juste un peu, tout petit peu, diminué l'importance capitale en termes de risque de naufrage, même s'il reste quand même extrêmement, extrêmement important. Mais pour l'avenir des phares, encore une fois, moi je vois le côté, peut-être c'est le côté historien qui dit ça, et défenseur un peu d'un patrimoine sur les littoraux, mais je ne vois pas ces phares être détruits. Ils ont été détruits à certaines périodes, ça serait dommage de le reproduire, notamment le phare que vous citiez a été dynamité par les Allemands en 1944, donc on peut recommencer à jouer à ça si on veut, mais ce serait dommage. Je sais que c'est des fois très difficile pour certains phares de trouver les financements pour leur rénovation. Je pense, moi je viens de Bretagne Sud, au phare des Cardinaux à Édic. Il a fallu tout l'investissement d'une association locale pour que le phare soit enfin rénové.
C'est la difficulté quand on est alsacien de faire une conférence devant des Bretons, des Normands, des marins. Là, je suis un petit peu quand même en zone dangereuse. Écoutez, une question, madame. On va vous amener le micro. Bonjour. Donc moi je suis étonnée au niveau historique, pourquoi vous n'avez pas fait mention donc de Monsieur Descartes et des lois Descartes, il a établi quand même 3 lois. Et je vois beaucoup de jeunes lycéens qui doivent connaître ces lois de Descartes. Hein. N1 sinus alpha 1 égale N2 sinus alpha 2. Donc les 2 principes de l'optique, c'est bien la réflexion et la réfraction, qui sont 2 phénomènes complètement différents, l'un avec un miroir et l'autre avec une lentille. Et que je sache, Monsieur Descartes est antérieur à Augustin Fresnel. Fresnel était sur les épaules de Descartes, probablement. Et pourquoi vous ne l'avez pas cité Parce que mon objectif n'était pas de faire une conférence sur toute l'histoire de l'optique. Non, bien sûr. Voilà, moi j'étais plutôt ciblé sur Fresnel. En effet, j'ai cité d'autres noms comme Huygens, c'est tout par rapport aux travaux de Fresnel, mais en effet, j'aurais pu le mettre dans la liste des savants que j'ai cités en introduction. Oui. Je vous le confirme. Mais j'avais peur, en fait, de perdre une partie encore plus notable de mon auditoire. Déjà, on a perdu la moitié des lycéens de cette salle à un moment donné. Oui, moi je pense que tout part de Descartes, l'optique, et peut-être pas de Fresnel. Enfin, j'ai jamais dit que tout partait de Fresnel. Hein. Non, on parle des fois des lois de Snail, Descartes, il me semble. Oui, tout à fait. Encore une histoire anglo-française ou franco-anglaise. Là, on était orienté quand même aussi sur l'aspect phare, et Descartes n'a pas travaillé sur ce non, mais mon but, c'était juste, par rapport à ces lycéens qui sont à la gauche et à la droite, de quand même mentionner Descartes. Vous avez bien fait. Bravo. Je pense que là, dès qu'on aura fini, ils vont tous se lever, se précipiter dans la bibliothèque universitaire. Et peut-être un peu Buffon, avec son système de miroir. Oui, tout à fait. Denis, t'as oublié Buffon aussi. Oui. C'est qu'elle est partie, là. Mais le but n'était vraiment pas de faire une encyclopédie biographique des noms de savants qui se sont penchés sur... Mais tout à fait. Très bien. S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on en reste là. Cette matinée est maintenant terminée. Merci encore à vous, Denis Gutelben.